Salut Alberto, Oui. je suis très ravi de te voir. Salut Murtas, moi aussi ça me fait plaisir de repenser à la belle époque et aux vieux souvenirs. Oui, et aujourd'hui on va parler des histoires de Blitz, des histoires des jeux de Blitz au cloître ou dans les endroits quand les gens jouaient d'argent. D'ailleurs, comment ça s'appelle en français? Comment on dit quand les gens jouent la cote? Euh, oh, tu me prends au dépourvu là. On tarif. Donc je crois que moi j'appelais ça comme ça. C'était faire des tarifs et du coup on fixait un tarif. Après ça dépendait des adversaires. D'habitude on jouait avec contre, sur contre pour doubler la mise, un peu comme au backgammon avec un vido. Et donc si c'est toi qui doubles, tu es obligé de gagner après. Donc ton adversaire il suffit qu'il fasse nul. Et c'était la spécialité française ou c'était à peu près dans toute l'Europe où tu as joué? Non, je crois que ça existait partout. Même au Luxembourg, il y avait un café des échecs et il y avait beaucoup de joueurs qui jouaient régulièrement de tout niveau. Il y avait même eu des histoires un peu légendaires parce qu'il y avait un jeune qui était assez bon déjà en blitz et qui avait gagné un peu trop souvent de l'argent contre quelqu'un d'autre. Et tu sais, le jeune, il devait encore aller à l'école théoriquement, mais il préférait aller au café pour blitzer. Et du coup, son adversaire, un jour, pour se venger, il avait appelé la famille de son adversaire pour leur demander est-ce que vous savez que votre fils, au lieu d'aller à l'école, il joue aux échecs. Et du coup, ça avait fait toute une histoire et tout. Mais donc, mais bon, moi, j'ai pas joué non plus dans 10 000 pays. J'ai joué au Luxembourg, mais probablement pas vraiment pour l'argent, si je me rappelle bien. Et il y a qu'à Paris, au cloître, que je jouais. Je jouais aussi avec des amis sans argent, mais régulièrement, il y avait des joueurs qui, par principe, ne jouaient que pour l'argent. Et donc, quand j'avais envie de jouer, je jouais aussi pour l'argent. Et qui étaient tes adversaires les plus célèbres, les plus intéressants, les plus forts dans les matchs de Blitz? Alors, ben, je dois dire qu'au début, quand je suis arrivé à Paris, j'étais assez faible, même si moi, je m'en rendais compte, mais je ne me rendais pas compte à quel point. Donc, c'était une phase un peu spéciale. J'avais pas beaucoup, voilà, j'avais fait des études, je débarquais à Paris. Et je crois que vers le début, j'ai eu la chance ou la malchance justement de rencontrer Andrei au cloître, Andrei Tchekachev. Pour lui, c'est sûr que c'était une chance et pour moi, c'était aussi une chance, mais qui m'a coûté quand même un peu parce que c'était l'école russe contre l'école luxembourgeoise. Donc, il y avait quand même à peu près 3 ou 4 classes d'écart. Et Et quelle donc, cadence vous avez joué? honnêtement, ça devait être soit 3 minutes, soit 3 minutes, soit 5 minutes. Je me rappelle honnêtement même plus si. Je pense que c'était encore des pendules mécaniques, mais je ne suis pas sûr à 100%. Je pense qu'au début, c'était des pendules mécaniques. Je crois qu'avec André, on ne jouait pas des cadences très très rapides. Il y avait d'autres joueurs avec lesquels on jouait en 1-1 aussi ou en 2-2. Mais avec André, en réalité, je crois qu'avec André, je jouais pour apprendre parce que j'ai compris que c'était comme un mur pour moi. J'arrivais pas à passer. C'était juste l'écart de niveau était au début était très clair. Et après, petit à petit, j'ai l'impression que, d'ailleurs, j'ai peut-être oublié de le remercier, mais je crois qu'il m'a quand même beaucoup aidé à progresser pendant ces années 90. Dans Donc, les il y a eu échecs en un. général, je veux Oui, oui, dire. oui. Mais je jouais, en gros, je comprenais que j'allais perdre, mais je jouais pour apprendre. Donc, oui, il m'a beaucoup. J'ai juste appris à. Je me rappelle encore des Espagnols où à la fin de la partie, je comprenais que je comprenais pas, que je comprenais rien en fait. Et donc ça a duré un certain temps, bah, jusqu'à ce que mon niveau monte aussi. Après, bien sûr, il y avait le légendaire, il y avait Kamran Shirazi, avec qui probablement c'est le joueur avec lequel j'ai joué le plus aux échecs au cloître pour de l'argent. Parce que lui, c'était vraiment un flambeur, un beau joueur. En fait, c'était des beaux matchs parce que en partie rapide, il a un beau style. Il met toujours beaucoup d'imagination, il prend beaucoup de risques et c'est des matchs intéressants, mais aussi assez durs pour les nerfs parce qu'il joue, c'est très provocateur et par exemple avec Kamran, j'ai une belle. Bon, moi, je me souviens très bien de notre première rencontre
Donc, on a joué de l'argent. Honnêtement, je ne me rappelle plus si c'était pas si peu pour moi, en tout cas à l'époque. Et OK, on joue 2, 3 heures, peut-être 4 heures. Et c'est équilibré. Une fois je gagne, une fois je perds, rarement nul, rien de spécial. Et à un moment, il me dit, à partir de maintenant, il me dit en anglais, à partir de maintenant, je contre toutes les parties d'entrée. Donc, tout de suite. Donc, il ne va même pas le dire, mais toutes les parties étaient contrées. Ça veut dire qu'il jouait avec un handicap incroyable, parce que ça veut dire que lui, il doit gagner. Sinon, il perd la mise. Et au fait, je m'en rappelle encore presque comme si c'était hier, à partir de ce moment-là, il m'a gagné 14 ou 15 parties d'affilée. Et j'ai arrêté. Tu vois, on a joué pendant des heures et des heures, c'était équilibré. Et à un moment, je sais pas, il m'a déstabilisé, ou peut-être qu'il a commencé à mieux jouer aussi. Mais je crois que c'était plutôt juste, il m'a tellement surpris que j'étais hors d'état de jouer. Et donc, avec Cameron, il y avait toujours des surprises comme ça et qui ont fait que pour les nerfs, c'est pas toujours facile. Il y a une autre histoire où j'avais gagné pas mal de parties d'affilée. Bon, des fois, c'était lui qui gagnait, des fois moi. C'était juste, mais là, cette fois-là, j'en avais gagné un certain nombre d'affilées. Et qu'est-ce qui se passe? Ça, c'était une soirée où on jouait assez cher. Alors, je crois me rappeler encore. Alors, il a les blancs, D4, cavalier F6, et là, il me joue fou H6 contre. Peut-être que c'était G6 même au premier coup chez moi, parce que je ne me rappelle pas avoir eu une mauvaise structure tout de suite. Donc, je me demande, il me dit contre en donnant une pièce en un coup, je me demande est-ce que c'est une blague ou une manière de dire qu'on va arrêter. Mais je comprends qu'il est sérieux. Alors, je prends la pièce et je dis sur-contre. C'était en 2-2. Et là, il joue un autre coup et il dit sur-contre. Et bon, là, moi, là, je sais pas, par principe, je joue avec une pièce de plus. Je fais sur. Bon. Et bon, après cette partie-là que j'ai quand même réussi à gagner avec la pièce de plus, je crois qu'on était tous les deux un peu. On a arrêté de jouer ce soir-là, mais ça donne une idée un peu de. C'était pas tout le temps des échecs corrects, c'est 2 minutes, 2 minutes, ça va vite, il y a la tension et c'est des bagarres, mais c'est des bons souvenirs des années plus tard. Quelle est la séance la plus longue que tu as jouée? Je pense que moi, j'ai pas des. Cameron m'a beaucoup parlé. Lui, il a des séances beaucoup plus longues que moi. Mais moi, le cloître ouvrait à 3 heures de l'après-midi. De temps en temps, j'y étais vers 3, 4 heures. Je buvais un café et des fois, quand il y avait un adversaire, ça pouvait. Je pense pas avoir fait des séances de 10 heures ou 12 heures. Je sais pas, je pense des fois ça faisait 7, 8 heures, mais j'ai pas des souvenirs de 48 heures d'affilée, qu'on allait chez quelqu'un et que ça s'arrêtait jamais. Je crois pas. Ouais. Et à Cloître, tu n'as pas joué à Arbakov par Si, hasard? si, 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 ça c'était fantastique, parce que je le connaissais pas, mais quelqu'un a dû me dire qu'il était très bon, mais donc toi, tu as dû le connaître aussi, mais c'est ce qui était très déstabilisant, c'est que si tu le vois dans la rue, je veux dire, pour moi, il avait une tête de boxeur incroyable. Je sais pas, bon, ça se voyait qu'il n'avait pas eu une vie de tout repos non plus. Je pense qu'il avait dû beaucoup picoler et tout, mais quand il jouait, il était fantastique. Moi, j'aimais beaucoup jouer avec lui, mais on n'avait pas du tout le même style. C'est-à-dire que quand je gagnais, c'était des parties d'attaque où je donnais tout et j'arrivais à passer. Et lui, il jouait très sain et stable dans mon souvenir. Je veux dire, il jouait très régulièrement juste des bons coups et très régulier. Mais on faisait pas des très longs matchs parce que lui, il était quand même un peu plus professionnel entre guillemets que moi, donc il cherchait des clients entre guillemets quand il était au cloître. Et donc, comme il y avait plein de joueurs qui étaient très contents de jouer avec lui parce qu'il jouait en 5-1 ou même, je ne sais pas s'il est peut-être même descendu en dessous de la minute des fois, mais pour jouer avec des joueurs pas si faibles, avec des joueurs à 1900, 2000, je crois qu'il acceptait de jouer avec peut-être 45 secondes, je ne suis plus tout à fait sûr. Et donc, bon, nous, on jouait quand il n'avait pas d'adversaire plus intéressant, entre guillemets, pour lui. Et vous, Donc, vous comme il avez parle. joué quelle cadence?
Je pense qu'on jouait en 3-3 surtout, dans mon souvenir. Peut-être à 2-2 aussi. Ouais. Bizarrement, mais bon, les souvenirs sont pas très clairs. Je te dis, j'ai surtout le souvenir que des fois, j'attaquais comme un fou à l'époque et j'arrivais à passer. Quand je passais, c'était toujours dans l'attaque. Quand c'était des parties normales, ils jouaient mieux que moi. Ils jouaient juste très bien, très régulier et pas de. Voilà. Mais les matchs étaient assez équilibrés. Ou son avantage. Dans mon souvenir, oui, c'est équilibré. J'ai pas un souvenir que je me faisais massacrer, mais j'ai clairement pas non plus le souvenir que c'était moi qui dominais. Donc a priori, ça devait être relativement équilibré. Hein. Euh, Combien tu as gagné ou tu as perdu le plus? Est-ce que tu peux choquer les spectateurs avec les sommes, je ne sais pas, extraordinaires? Non, je peux pas, non, surtout des spectateurs russes, c'est sûr que je peux pas choquer. Après, ça pouvait arriver. C'était à l'époque, c'était en francs, donc il y avait quand même des soirées où ça pouvait aller jusqu'à plusieurs milliers de francs. Mais genre, j'ai jamais eu des écarts de 1000 euros. Je pense que l'écart maximal c'était autour de 500 ou un peu plus. Mais pas, même ça, c'était pas fréquent parce que normalement, les joueurs, il y a un moment où ils arrêtent. C'est-à-dire, il y a des fous de jeu qui sont prêts à aller très très loin, mais dans les échecs quand même un peu moins que dans le backgammon ou dans le poker. Donc voilà, il y a peu de joueurs qui vont complètement jusqu'au bout. Quand tu commences à gagner, il y a un moment où ils arrêtent, sauf certains joueurs très spéciaux. Et quand je commençais à trop perdre, peut-être que moi j'arrêtais aussi. Mais j'ai pas, je sais qu'il y avait des super forts joueurs qui passaient de temps en temps et genre j'ai l'impression que Wojtkiewicz par exemple, je sais qu'il a joué plusieurs fois au cloître, mais j'ai pas le souvenir d'avoir joué avec lui. Par exemple, je sais pas, des fois j'avais pas envie de jouer avec quelqu'un, même si ça pouvait être très intéressant. Donc j'ai pas vraiment le souvenir d'avoir joué avec des joueurs beaucoup plus forts que moi, à part au début avec Andrei. Et le Par tarif exemple, le ouais. plus grand ou le tarif standard, c'était quoi la partie au cloître pour toi? Pour moi, Ok, on va dire en euros parce que les francs, ouais. tu vas oublier. Je crois me rappeler de matchs où ça commençait autour de 10 euros, peut-être même un peu moins. Mais tu sais, quand ça va très vite en 2-2 et qu'il y a toutes les parties contre, sur contre, sur contre, ça va vite quand même. Donc voilà. Mais il y avait contre sur contre où on pouvait aller jusqu'au bout. On peut aller jusqu'au bout, mais après, ça arrivait quand même pas tout le temps Ah oui, parce j'imagine. qu'en 2-2, bon, aux échecs, tu contres quand tu as un bel avantage. Des fois, ça se retourne une fois, mais ça se retourne rarement 10 fois quand même dans la partie. Donc après, en plus, ça va tellement vite que, ouais, c'est. Et par occasion, Piotr, tu as rencontré des joueurs, je ne sais pas, Kamran m'a dit par exemple qu'il a joué Hubner. Et toi, tu as joué Oh, Judith Polgar. non, Toi, Judith Polgar. Je me rappelle même pas qu'elle soit passée au cloître. Je non, crois me pas, non, rappeler. non. Avec Ouais. Polgar, ils ont joué pas au Ah, cloître. uh-huh. Et parmi tes adversaires, il n'y a pas de noms, de grands noms, je ne sais pas. Non, je pense pas qu'il y ait des grands noms internationaux. Je crois me rappeler qu'un jour, Maxime, tu n'as Igor. pas joué Maxime ou presque. Non, je pense pas. En tout cas, pas tarif, parce que tu vois, il y a peut-être des forts joueurs de passage, mais quand ils sont très très forts, ils sont pas là pour te prendre de l'argent. Ils sont à Oui. Paris, ils veulent boire un verre, jouer peut-être une partie d'échecs, mais c'est pas non plus des requins. Je sais pas quoi. Ils vont pas débarquer. Bon, une fois dans une Coupe d'Europe, il y a Mamediarov qui m'a proposé un tarif avec lui 1 minute et moi je sais plus combien, mais ça sortait complètement de nulle part et je cherchais pas spécialement. J'ai entendu qu'une fois, je crois me rappeler que Gritchouk est passé une fois au cloître. Mais Je crois Kamran a qu'il dit qu'il a joué Gritchuk. voilà, je me rappelle que Kamran, tu sais, il aime toujours les défis. Lui, il aime jouer l'argent et il adore jouer, il aime jouer avec enjeu et donc lui, il les laissait pas passer. Ces joueurs comme Gritchouk, Dorfman, Wojtkiewicz,
Même Moi, Joël, j'arrive. tu l'as joué au cloître. Joël? Lotia, ouais. Joël Lautier au cloître. Ben, s'il l'a dit, c'est qu'il doit se souvenir. Moi, j'ai même du mal à imaginer Joël au cloître, mais ça a dû se produire et voilà. J'essaye de me rappeler. Tu sais, je jouais souvent aussi avec des joueurs. Il y avait des beaux matchs en 5-1 contre des joueurs qui avaient 2000. Moi, je jouais avec 1 minute, eux avec 5. Ça dépendait un peu des négociations. Mais bon, j'ai beaucoup de souvenirs comme ça. Et il y avait aussi Kovacevic qui passait des blitzers légendaires. C'est pas le top niveau mondial. Hein. On était à Paris, on n'était pas à Moscou ou à Saint-Pétersbourg ou au Kazakhstan, je ne sais pas où. Donc, Et, voilà, moi je dois dire que j'y allais, je veux dire, c'était à côté de chez moi et j'allais souvent juste boire un verre ou jouer un peu au backgammon aussi. Et puis j'étais pas là forcément pour jouer aux échecs. C'était juste un endroit que j'aimais beaucoup et donc j'étais bien. Et c'était pas, quand j'y allais, j'allais pas en me disant avec qui je vais jouer tarif aujourd'hui. Ça m'est pas arrivé. Je pense que j'ai eu des matchs très longs avec des maîtres internationaux français où on jouait pas pour de l'argent, on jouait juste aux échecs. Moi, j'avais mais plus. est-ce que tu as entendu parler de magouilles, de triches, spécialement pour les blitz comme ça, avec les pendules ou avec... Par exemple, Chepukaitis, il a écrit dans son livre que le fou casse blanche, des fois, devient le fou casse noir Oui, non, pendant les moi parties. j'ai beaucoup entendu parler d'un joueur français qui à l'époque jouait déjà moins, mais où il fallait faire très très attention parce que dans la phase tout à la fin, quand il y avait plus de temps, le pion il avançait régulièrement de 2 cases au lieu d'une. Ah, C'est quand c'était la course pour aller à promotion, toi tu as un pion qui a l'air plus avancé que le sien, mais tout à coup tu comprends pas, c'est lui qui va à dame en premier. Donc ça peut. Là, il y avait des histoires, les pendules qui tombent comme par hasard à certains moments décisifs. Ça aussi, il y a des histoires. Euh, après, les, non, mais moi j'en ai eu très peu parce que de mon point de vue, moi j'étais pas incorrect, donc je faisais pas de magouille. Et quand je tombais sur quelqu'un où j'avais l'impression qu'il était plutôt incorrect, je cherchais pas trop à prolonger l'expérience. Donc je suis pas la bonne personne pour ces histoires-là. Mais je pense qu'il y avait beaucoup d'embrouilles entre les joueurs plus faibles en réalité. Tu sais, les plus beaux matchs au cloître, c'était des joueurs autour de 2000, mais des blitzers, des joueurs qui ne jouent jamais en tournoi parce que ça les ennuie de jouer des parties longues. Mais tu vois, c'est des joueurs qui pouvaient, eux, vraiment jouer 10 heures d'affilée, des matchs très serrés et très tendus. C'est pas du haut niveau, mais c'était probablement les plus beaux matchs. Il y avait même toujours des spectateurs parce que ça chambrait beaucoup. Il y avait beaucoup de tension et voilà, c'était souvent ça qui faisait le charme de l'endroit. et qu'est-ce qu'on peut dire sur l'ambiance au cloître ou dans les matchs de blitz comme ça, au tarif, en général? Alors, l'ambiance au cloître, c'était un endroit très particulier. Il y avait Pinault, le patron, qui était un Calabrais, qui trouvait toujours moyen de déstabiliser les clients et de faire des blagues. Bon, c'était très sympathique. Il y avait aussi Ivan, un Serbe qui jouait. Je veux dire, les deux jouaient aux échecs aussi. Et d'ailleurs, ils jouaient entre eux des fois. Donc, ils aimaient le jeu et il y avait l'arrière-salle. Donc, dans la salle, quand tu entrais, il y avait les gens normaux, entre guillemets, qui n'étaient pas du tout normaux non plus. C'est-à-dire qu'il y avait un peu de tout. C'était assez pittoresque, on va dire. À l'époque, ça fumait dans les bars. Donc, il y avait un nuage de fumée. Tu voyais, c'était comme un brouillard permanent avec tous les mégots par terre. Ça jouait au backgammon aussi. D'ailleurs, au backgammon, ça jouait carrément cher. Il y avait des chouettes, donc les parties où on peut jouer à 5-6. Et tous les jours, il y avait des variantes là, c'était tous les jours, peut-être à partir de 5 heures de l'après-midi jusqu'à 2 heures du matin. Ça jouait sans interruption et pour des sommes plus sérieuses qu'aux échecs en réalité. Et les échecs, on avait une arrière-salle, mais ce n'était pas séparé du reste. Donc, tu avais les joueurs, on pouvait rester des heures et des heures en buvant un café ou en buvant une bouteille de whisky selon les goûts. Il y avait de tout. Il y avait les buveurs, il y avait
Et on était un peu entre nous derrière, c'est-à-dire ceux qui allaient aux toilettes, excuse-moi de parler de ça, ils s'arrêtaient souvent parce qu'ils n'avaient pas imaginé qu'il y avait tous ces fous qui jouaient aux échecs et qui tapaient comme des brutes sur la pendule derrière. Mais sinon, bah, tu sais, c'était des habitués. La plupart, il y avait souvent un joueur de passage à Paris, mais le reste du temps, il y avait surtout des gens qu'on voyait très 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 régulièrement. Donc les gens se connaissaient bien et c'était on allait là pour se retrouver en réalité. Et du coup, c'est pour ça que ce genre d'endroit, il manque énormément en ce moment. Et Parce que tu pourquoi pouvais y cloître aller. était fini? Oh, il y a plusieurs versions. Peut-être que je crois que ça marchait bien. Il y avait, mais les propriétaires, je crois qu'ils en ont fait, ils en ont rien fait. C'est ça qui est horrible. Je crois que ça appartenait à un restaurant chinois qui est à côté, et je Aha. crois qu'ils utilisent comme entrepôt ou je sais pas exactement. Il y a peut-être quelque chose qu'on nous a pas dit, mais ça, voilà, ça s'est arrêté et il n'y a pas d'autre endroit qui a remplacé à Paris, même s'il y a un endroit très sympathique avec l'organisateur, avec Xavier Rubini, qui organise des tournois de blitz, mais c'est pas du tout pareil. C'est pas un endroit où on peut juste aller en journée et être sûr qu'on va rencontrer quelqu'un pour pouvoir jouer aux échecs ou bavarder juste. Donc ça n'existe plus en tout cas pas en ce moment. Et pourquoi, à ton avis, cette époque est terminée? Ou à Paris, c'était juste grâce au cloître que ça durait? Ou... Euh, Parce que Vlad m'a dit que 15 dernières années, il ne voit pas les gens jouer blitz après les parties du tournoi ou pendant les longues soirées de Mais, nuit. mais, mais maintenant, on voit même plus les joueurs analyser ensemble leur partie. Moi, c'est ça qui me choque plus. Bon, c'est vrai que ne pas jouer en blitz, c'est une chose, mais de nos jours, la plupart du temps, on te propose même pas d'analyser. Parce que À tout le monde l'époque, analyse avec son stockfish. oui, oui, mais bon, moi, j'aime bien analyser après la partie, qu'est-ce que l'autre pensait, qu'est-ce que toi tu pensais, qu'est-ce que tu n'as pas vu, pourquoi tu as joué ça, mais ça arrive de plus en plus rarement qu'on me propose. Tu sais, à mon époque, je veux dire à mon époque, il y a 30 ans, tout le monde avait envie d'analyser. Moi, je sais que quand je jouais quelqu'un de plus fort, même si j'avais perdu de manière horrible, j'avais envie d'en parler. Et quand je jouais quelqu'un de plus faible qui me proposait aussi, j'étais curieux juste après la partie de discuter de ce qui s'était passé. Mais c'est devenu très très rare dans mon expérience en tout cas. Et puis moi, j'ai pas non plus envie d'être chiant, donc quand je vois que la personne n'a pas envie, je vais pas insister non plus, mais ça me manque de juste pouvoir parler avec l'adversaire. Et les blitz aussi, ça me manque. C'est pas, je veux dire, c'est pas que le blitz. Bien sûr, on peut jouer sur Internet. Mais je joue pas sur Internet d'ailleurs. Je sais pas. C'est pas le même du tout pour Mais toi. non, ça a rien à. Pour moi, en tout cas, ça n'a rien à voir, hein. Je sais pas, hein. Bah, il manque le fait d'être ensemble, je sais pas, de boire un verre avant, après, je sais pas, c'est autre chose, c'est juste jouer, voilà. Non, je te comprends très bien, oui, Ouais. bien sûr, oui. Après, j'ai peut-être eu un peu de chance aussi que le cloître finisse par fermer parce que c'était un peu comme une drogue. Je pense que je n'ai pas compté, mais je pense que pendant 7-8 ans, vaut mieux pas que je réfléchisse combien d'heures j'ai passé, mais je regrette absolument pas. Il y a plein de personnes incroyables que j'aurais jamais rencontrées ailleurs qu'au cloître. Et voilà, c'est pas. La bohème, ça n'avait plus rien dire du tout. Oui, Oui, mais tu sais, après, à part la bohème, maintenant, en y repensant, je faisais aussi des matchs où pas thématique, parce on ne décidait pas à l'avance qu'est-ce qu'on allait jouer, mais il y avait des adversaires où tu savais que si tu y vas, tu vas continuer la discussion de la fois d'avant, parce que oui. tu joues quelqu'un qui a des principes, et lui, il sait que tu as peut-être regardé un peu entre-temps pour améliorer, mais voilà, on va juste, je me rappelle avec Thierry Manou qu'on a dû jouer des centaines et des centaines d'anglaises, toutes les anglaises, et j'ai des très bons souvenir. C'était comme étudier, entre guillemets, quelque chose, mais d'une manière
voilà, pas scientifique, pas avec l'ordinateur, genre en expérimentant et en... Oui. Ouais. Ok, je pense que pour